Quelque chose qui a été longtemps un défi, qui est encore un défi pour moi, c'est le sentiment d'imposteur. Je pense qu'on deal tous avec ça dans le sens où on a tous nos combats, nos luttes personnelles, nos défis, mais en même temps, lorsqu'on est leader, lorsqu'on est responsable, on se doit de prêcher, d'être un exemple, de tirer des jeunes avec nous, et puis de vivre ces tensions-là. Mais je pense que la parole de Dieu en parle vraiment beaucoup, c'est de dire on a nos propres défis, on a nos propres choses, mais en même temps, on doit être des leaders et des exemples pour les jeunes. Donc je pense que ça, c'est vraiment, ça a été un défi pour moi encore. La réalité, c'est que oui, il y en a des meilleurs que toi, mais les meilleurs que toi, ils prennent pas leur place. C'est que moi, j'en suis sûr qu'il y en a plein, ils auraient été à ma place, ils auraient fait un meilleur travail, tout ça. Mais ces personnes-là, ils n'ont pas répondu à l'appel. Moi, j'avais ce désir-là, il y a eu une opportunité, puis je dis Seigneur, si c'est toi, j'y vais. C'était lui, puis j'avance. Aujourd'hui, très heureux de recevoir deux personnes que j'apprécie, que j'aime beaucoup. Livio Sorrentini, Thomas Dieng, pasteur ado, pasteur jeunesse depuis des années. Alors je les aime et je les apprécie pour plusieurs raisons, pour qui ils sont, mais aussi pour ce que vous faites, les gars. Parce que vous avez accompli beaucoup de choses pour Dieu, pour le ministère, et on a déjà envie de rire, c'est ça qui est bon. Merci pour l'invitation. Mais ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Un truc que j'aime de vous, les gars, pour vrai, c'est que vous êtes humble, dans le sens que vous le faites pour Dieu, pour les ados, vous cherchez pas la gloire spécialement, de toute façon, heureusement d'ailleurs, parce que... Le ministère ado, c'est pas la place pour chercher la gloire. Et cœur de serviteur, vraiment, vous le faites pour servir les gens. Je sais que vous aimez les gens sincèrement, quoique Tom, des fois, on se pose des questions, mais c'est ça. Travail. Merci d'être là, les gars, d'être là sur le podcast pour parler ministère ado, ministère jeunesse, tout ça, de partager votre expérience. C'est vraiment cool de vous avoir. Comment ça va ? Merci. Ça va, tranquillement. Merci pour l'invitation, Steph. Content d'être là dans ton ministère Next. Donc, merci. Très heureux d'être là. Et puis, des discussions qu'on a l'habitude de faire tous les trois, alors de le faire en podcast, c'est un privilège. C'est clair, ça risque de durer longtemps. Ouais. Première question pour vous, les gars. C'est quoi pour vous si on peut dire, les trois grands défis du ministère ado, ministère jeunesse, puis comment on peut essayer de les surmonter? Je ne sais pas si je dis trois, mais s'il y en a moins, s'il y en a plus, juste avoir votre pensée là-dessus. Ouais, souvent, déjà, c'est les ressources. Je pense que tous ceux qui vont écouter, je vois pas de quoi tu parles. Ces podcasts-là qui sont dans le ministère jeunesse, ado, tout ça, c'est essayer de faire un maximum de choses. Mais avec un minimum de ressources, parce que souvent le budget dans les églises en général c'est limité, et encore plus au niveau de la jeunesse, au niveau des ados, tout ça. Donc c'est que souvent les idées ça manque pas. Souvent on a plein d'idées, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, mais on vit dans un monde où tout coûte de l'argent. Donc des fois c'est d'être créatif en fait. Je pense que le ministère ado et jeunesse en général c'est la place où il faut que tu sois créatif, de dire tu as des idées. Des fois, au niveau du budget, ça ne va pas passer parce qu'il n'y aura pas les fonds. Parce que comment est-ce que tu peux réfléchir pour avoir pour réussir à mettre en place tes idées avec un minimum de budget. Ouais, puis les ressources aussi en termes de gens, en termes de bénévoles, de ressources humaines. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on a expérimenté, Tom et moi, depuis un petit bout, c'est d'avoir des gens qui soient motivés, des gens qui nous suivent, des gens qui sont là semaine après semaine. Et puis c'est ça, ressources. C'est sûr qu'aussi des ressources, des gens qui ont déjà fait ce qu'on a fait. Je sais pas comment exprimer ça. Pour vous aider, vous mentorer, genre. Exactement, Okay. exactement. Nous, on a eu le privilège, Tom et moi, d'avoir eu des gens qui nous ont mentorés, dont toi, Steph, merci, qui nous ont donné des idées, qui nous ont mentorés, que ce soit sur la prédication, sur les jeux, sur les soirées, etc. Mais je sais que pour plusieurs personnes qui nous écoutent, peut-être, qui ont un ministère jeunesse, ils n'ont pas forcément de mentors, ils n'ont pas forcément de gens à qui regarder. Alors, moi, je pense que c'est un des gros défis, déjà, de savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche moins. Alors nous, on a eu ce privilège-là, en tout cas, d'avoir des gens qui étaient là pour nous soutenir. Tu parles de privilège. Pour moi, une des ressources extrêmement limitées qu'on a aussi, c'est le temps. Absolument. Je pense que la plupart, nous, on a le privilège en ce moment d'être employé à Nouvelle Vie dans notre église. À temps plein. À temps plein, ou pour le ministère ado, mais on fait d'autres choses attention aussi. de pas faire trop de jaloux. C'est ça. Après, on a à temps plein, mais c'est qu'on fait pas juste le ministère ado, il y a d'autres choses qu'on fait. Mais c'est sûr ça fait partie de notre emploi. La plupart des gens qui sont impliqués dans le ministère ado jeunesse, ils ont les études, ils travaillent à côté, donc c'est les soirs, c'est après le travail de préparer un message, préparer des activités, tout ça. Donc ça, c'est une des grandes limites et défis du ministère jeunesse en général. Une des choses aussi, c'est le suivi avec les parents, dans le sens où
peut-être on pourra en parler un peu plus tard. Mais juste avant que tu ailles là-dessus, moi je me rappelle, quand vous dites vous avez la chance d'être dans le ministère à temps plein pour faire ministère ado-jeunesse, c'est sûr que vous participez aussi à la grande église, vous prêchez aux adultes, donc vous n'êtes pas juste cantonné à ça. Mais moi je me rappelle, à l'époque à ma jeunesse, il y avait la présentation du budget et il passait au travers, puis il y avait une colonne jeunesse et il y avait écrit 0. Et en ligne, quelqu'un s'est levé de dire pourquoi il y a 0 pour jeunesse ? Parce que vous n'étiez pas là pour la décision des budgets. Et je suis sûr qu'il y en a plein, c'est ça, il y a 0 budget. True story. 0 budget. Donc c'est un vrai défi. Mon père il disait les absents ont toujours tort. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que ça, c'est juste confirmer que c'est un vrai défi, les ressources financières. Mais moi, en plus. J'ai eu le privilège de commencer déjà le ministère en Suisse alors que j'avais 18 ans, ministère jeunesse. Puis c'était la même chose là, en termes de ressources, en termes de... Oui, on bénéficiait des locaux de l'église, on bénéficiait de certaines choses, mais on n'avait pas forcément de budget pour faire telle ou telle activité. Alors il fallait être vraiment créatif. Ouais, c'est ça. Comment surmonter les finances, la créativité. Exactement. Il faut prier. Exact. Ouais. Tom, tu disais, t'embarquais sur un sujet. Ouais, je parlais des parents dans le sens où pour avoir vraiment un suivi efficace, puis avoir vraiment du fruit avec les ados, ça prend un partenariat avec les parents. Et c'est pas tous les parents qui sont hyper impliqués dans le ministère, dans ce qu'on essaie de mettre en place avec les ados. Donc ça peut être des fois un de nos défis. Est-ce que tu dirais que le défi, c'est plus que les parents ne s'intéressent pas assez au ministère jeunesse ou que même parfois les leaders et pasteurs ados-jeunesse ne s'intéressent pas spécialement aux parents non plus ? C'est vrai. J'ai pas l'impression que ce deux. soit... Ouais. Pour moi, c'est les deux. En tout cas, on sait qu'on est dans une période où les parents je sont sais pas très... si tu peux peut-être plus te rapprocher du micro. Bien sûr. Ouais. On est dans une période où tous les parents sont très occupés. Les enfants, ils font du sport. Ils ont 3-4 activités semaine. Moi, j'ai souvent eu des parents qui viennent me voir et me dire cette saison, mon fils, il a ci, il a ça, il est trop occupé. Moi, je pense vraiment que ça doit être une priorité, premièrement, de la part des parents, de dire, OK, le ministère jeunesse, l'église doit être une priorité pour mon enfant. Et puis, je pense, Tom, il peut le dire aussi, tous les enfants, tous les ados qu'on voit qui sont sérieux spirituellement, qui grandissent, la plupart, ce sont des ados, des jeunes dont les parents sont derrière, les poussent, les encouragent. Mais à l'inverse, peut-être tu parlais des défis un petit peu avant. Moi, je pense qu'au début, j'ai peut-être un petit peu négligé ça, le lien avec les parents, de leur envoyer des courriels, de leur expliquer aussi ce qui se passe, etc. Puis moi, j'ai des parents qui sont très intéressés, qui me demandent, OK, c'est quoi que vous prêchez ? Comme ça, ils peuvent même en parler à la maison, rebondir, etc. Donc ça, c'est vraiment... je pense des deux bords, le lien avec les parents. C'est vrai. Même nous, tu vois, ça fait partie des erreurs qu'on a fait au début dans notre ministère. C'est qu'on est tellement concentré à offrir des belles réunions aux ados, tellement concentré même sur nos messages, d'avoir des messages, d'avoir des bonnes illustrations, que ce soit cool, que ce soit fort. Et puis pour un pasteur ado, c'est pas la première chose à laquelle tu penses, de dire comment je vais pouvoir faire un partenariat avec les parents, alors que finalement c'est une des choses les plus importantes qui va produire le plus de fruits, parce que toi t'es au maximum 2 heures par semaine avec les ados, alors que les parents c'est eux qui les éduquent. Exactement. Donc c'est à nous aussi de donner des outils, de mettre des choses en place pour avoir ce partenariat avec les parents, que ce soit des réunions ou quoi que ce soit. Et aussi c'est eux qui les amènent. Exact. Moi j'habite à Nouvelle-Ville-à-Prairie, là où je suis, on ne peut pas accéder en bus, alors c'est les parents qui les amènent à chaque semaine. Donc si tu ne gagnes pas les parents qui vont les amener, les ados vont juste, ados jeunes ne vont juste pas venir. Ouais, puis, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais souvent quand on est leader, pasteur jeunesse, nous on a tellement notre focus là-dessus que pour nous c'est la chose la plus importante au monde et on y met tellement de cœur et d'énergie qu'on se dit que c'est la moindre des choses que les parents amènent leurs ados. Mais eux... Les parents, ils ont d'autres priorités dans leur vie, ils ont d'autres choses. Puis c'est pas qu'ils veulent pas, c'est juste que c'est pas autant, entre guillemets, une priorité que nous. Puis parfois, on peut être frustré. Puis je trouve que des fois, notre défi, en tant que leader jeunesse, c'est de se mettre aussi à la place des parents, d'essayer de les comprendre. Puis même des fois, d'avoir des conversations avec eux pour savoir ce qu'ils vivent, pour essayer même de les aider. Parce que des fois, on peut être un peu critique. Ouais, les parents, ils comprennent pas ce qu'on fait, pourquoi, tu sais. Et je pense aussi que le défi, c'est peut-être aussi de... peut-être leur expliquer ce qu'on fait. Exact. C'est ça, j'allais dire, nous on essaie toujours de faire à la rentrée, au moins une fois par année, d'avoir une rencontre avec les parents. Ouais, ça c'est bon ça. Où on leur prêche en fait. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, je leur prêchais, je leur disais, la
maturité spirituelle de votre ado, de votre jeune, en ce moment, elle est entre guillemets entre vos mains. Et puis nous, on leur prêche, on leur explique la vision, on leur explique toutes les activités, tout ce qu'on fait de A à Z, pour que eux soient les premiers convaincus de ce qu'on fait et puis de où est-ce qu'on veut emmener leur ado et leur jeune. Et puis on essaie de gagner premièrement les parents, puis qu'eux-mêmes, ils ont ce sentiment-là de dire, c'est vrai, la vie spirituelle de mon enfant doit être une priorité, la vie spirituelle de mon jeune doit être quelque chose où je mets un maximum de focus. Je sais que vous le faites aussi, Tom, et puis c'est très important. Ouais, une des choses qui fonctionne aussi, c'est, on a commencé à le faire depuis quelques temps, comme des soirées thématiques où on cible une thématique, plutôt de dire, ok, parce que tout est une question d'approche, de comment tu vends ta rencontre. Parce qu'on a fait des fois des rencontres, ok, on va juste vous présenter le ministère ado, tout ça, puis on n'avait pas beaucoup de parents qui venaient. Mais à un moment donné, on s'est dit, ok, bon, on va y aller par thématique, on va faire, ok, soirée sur justement mon ado et la sexualité, les défis, tout ça. Puis là, c'est comme les parents, ils disent, ok, il y a tellement de défis, il y a tellement de... Il faut que j'aille à cette soirée-là. Et par cette soirée-là, bien sûr, on traite le sujet, mais le sujet est entre guillemets un prétexte aussi pour avoir un lien avec les parents. Avant la réunion, on mange, il y a de la nourriture, on permet de connecter et on présente la vision et pourquoi c'est important justement de participer aux activités et tout ça. Donc ça, c'est une des choses qu'on a mis en place aussi qui fonctionne. Je trouve ça excellent, c'est de faire des soirées thématiques pour les parents, pour les aider. Et les former aussi, Mais quelque part, des fois, ça dépend pas aussi du leader jeunesse. Je trouve que c'est peut-être même plus une vision d'église, de dire on va équiper les parents parce qu'ils en ont besoin. Absolument. Mais c'est vrai, comme tu dis, des fois d'avoir une soirée qui va aller les chercher sur... Et souvent, il faut avouer que les parents chrétiens sont comme, ok, mais comment je parle de la sexualité à mes enfants? Déjà que le sexe, c'est un sujet qui est délicat dans l'église. Absolument. On parle encore moins, en tout cas les pasteurs principaux du haut de la plateforme, de dire alors aujourd'hui on va parler de comment parler de sexe avec nos enfants. C'est extrêmement rare. Donc je pense que c'est super important. Moi je veux juste rappeler 2 trucs pour ceux qui nous écoutent. Comment faire le lien avec les parents, c'est faire des soirées ou des matinées genre découvertes, expliquer ce qu'on fait, prêcher et ne pas s'attendre à ce que les parents veulent et soient au courant et comprennent la vision. D'essayer de les rejoindre, de faire des soirées comme ça aussi à thème ou qui les équipent et tout, et là ils vont comprendre aussi l'importance de ce qu'il faut au niveau des jeunes. C'est drôle parce que moi, les parents que je vois qui sont le plus convaincus, c'est des parents qui sont eux-mêmes ont donné leur vie à Jésus lors de soirées jeunesse, ou ont baigné, ou ont été responsables et tout ça, mais il y en a plein qui connaissent pas forcément cet univers-là, qui sont arrivés plus tard, ou qui étaient dans des églises qui n'avaient pas forcément de groupe de jeunes, etc. Donc, des fois, juste leur expliquer, comme on a dit, de leur présenter, il peut y avoir une conviction qui vient, il peut y avoir une motivation, puis dire, ok, je pense que c'est la bonne place pour mon ado, mon jeune, de venir. Est-ce que dans les défis du ministère jeunesse, ça serait quoi, votre défi personnel? Je sais pas, parce qu'il y a plusieurs leaders jeunesse qui nous écoutent. C'est quoi, les défis personnels? On a parlé du défi du ministère en général, mais ça serait quoi votre défi personnel ou que vous dites, ouais, ça c'est un défi, puis il faut y faire attention, puis... Je te laisse commencer. Moi, c'est sûr que quelque chose qui a été longtemps un défi, qui est encore un défi pour moi, c'est le sentiment d'imposteur. Je pense qu'on deal tous avec ça, dans le sens où on a tous nos combats, nos luttes personnelles, nos défis, mais en même temps, lorsqu'on est leader, lorsqu'on est responsable, on se doit de prêcher, d'être un exemple, de tirer des jeunes avec nous, et puis de vivre ces tensions-là. Mais je pense que la parole de Dieu en parle vraiment beaucoup, c'est de dire on a nos propres défis, on a nos propres choses, mais en même temps, on doit être des leaders et des exemples pour les jeunes. Donc je pense que ça, c'est vraiment, c'est toujours un défi pour moi encore, je pense, c'est la marche chrétienne en fait, c'est de marcher, de ressembler à Jésus. Thomas et moi, on a déjà réglé ça, nous, on veut plus ça du tout. Vous êtes ailleurs. Nous, on est ailleurs, on est loin. Non, mais je pense que ça c'est personnellement un de mes défis. Il y en a d'autres aussi, mais vas-y, Tom, si tu veux. Mais justement, moi, je veux rebondir sur ce que tu dis par rapport au syndrome de l'imposteur, parce que pour moi, dès que tu as une position de leadership, c'est quelque chose qui va venir. Puis, moi, une des choses qui m'a aidé quand j'ai repris le ministère ado, c'est de me dire, en fait, je sais que, parce qu'on se dit toujours, mais il y a tellement des gens qui pourraient être meilleurs que moi, qui pourraient être plus compétents, plus pertinents. Et la réalité, c'est que, c'est vrai. C'est sûr qu'il y a des meilleurs communicateurs que moi, c'est sûr qu'il y a des meilleurs leaders que moi. Mais dans cette position-là, à ce moment-là, Dieu, il m'a choisi moi. Et si Dieu, il m'a choisi moi, c'est que il veut travailler et il veut faire avancer son œuvre à travers moi. Puis, à chaque fois, je pense, des fois, lorsqu'on a le sentiment de l'imposteur, des fois, on sous-estime l'impact de Dieu, l'importance de Dieu dans le ministère, et on surestime notre importance à nous. Dans le sens où, si on réalise qu'on est entre les mains d'un Dieu qui est tout-puissant,
finalement, Dieu il peut utiliser n'importe quoi et son œuvre va avancer quand même. Donc c'est comme des fois, il y a des personnes qui me disent, ouais, si cette personne-là, une célébrité, cette personne-là, avec toutes ses capacités, ses dons et ses talents, si elle devenait chrétienne, c'est comme Dieu il pourrait vraiment l'utiliser, comme si Dieu il avait besoin de dire, ok, elle, ça c'est vraiment une personne vraiment... Dieu, il a utilisé un âne pour parler dans son église, dans le sens où Dieu, il peut se servir de tout et de n'importe quoi. Et même malgré mes plus grandes faiblesses et mes plus grandes limites, si Dieu, il m'a choisi moi, bah let's go, on y va. Ouais. Donc ça, moi, j'ai été décomplexé par rapport à ça, par rapport au sentiment de l'imposteur, mais je l'ai toujours, et pour moi, c'est sain de toujours l'avoir un peu. Dans le sens où de se dire, bah, c'est Dieu qui fait. Je dépends de Dieu, c'est pas moi. Parce qu'avec l'expérience, on peut tomber dans un autre piège de dire, ça y est, maintenant, je sais comment faire un message, je sais comment leader une équipe. Et ça, c'est limite trop dangereux. Moi, j'aurais plus peur d'une personne qui me dit, moi, j'ai vraiment pas le syndrome de l'imposteur, je suis vraiment confiant et à l'aise dans mes baskets. Ça fait plus peur qu'une personne qui me dit, j'ai pas l'impression d'être à ma place, mais je fais confiance à Dieu, je donne mon maximum, et puis je fais le maximum pour me former aussi. Ouais, tu dis que ça peut être l'orgueil aussi, mais moi, il y a quelqu'un qui m'avait fait remarquer, puis j'avais aimé ça. Tu sais, des fois, on se cache derrière, non, je suis pas assez bon, je suis pas assez ci, je suis pas assez spirituel, je suis pas assez sanctifié, et j'ai aimé ce que vous dites, je suis là complètement d'accord avec vous, quand vous dites, c'est à propos de Dieu, de ce que Dieu fait au travers de moi, et de dire, en fait, de dire le sentiment d'imposteur, moi, je suis pas assez bien, je suis pas... En fait, c'est de l'orgueil, parce que tu te mets d'abord avant ce que Dieu peut faire. Et je trouve que c'est rassurant de voir Pierre, qui était nul à la pêche. Le gars, il pêche aucun poisson. Il a trahi Jésus. Et pourtant, poum, la Pentecôte arrive. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il partage l'évangile et Dieu l'utilise. Et c'est de dire, au-delà de mes faiblesses, en fait, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et Dieu va m'utiliser au travers de ça. Et de dire, non, c'est pas pour moi, je suis pas ceci. En fait, c'est de la fausse humilité. Et c'est de l'orgueil. Et mets ton orgueil de côté. Et je trouve qu'on peut aller de l'orgueil dans les deux sens, en disant, soit je suis imposteur, ou alors je l'ai trop la faire, je sais comment faire. Il y a comme un entre-deux à trouver. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui hésitent à aller dans le ministère jeunesse, ministère ado, qui disent, qui ressentent le sentiment d'imposteur, parce que, comme on l'a dit, on l'a tous, ça. Moi, je commençais juste par dire, j'ai toujours cette image-là du garçon qui arrive avec ses pains et ses poissons, qui a la fameuse multiplication miraculeuse, et de dire, mais donne ce que tu as. Commence avec tes pains, commence avec tes poissons, commence avec ce que tu as dans les mains. On se dit toujours, si j'étais plus ci, si j'étais plus ça, si j'étais meilleur. Mais arrive juste avec tes pains et tes poissons, c'est Jésus qui va multiplier, c'est lui qui va faire le miracle ultimement. Puis moi, je crois vraiment que Dieu nous a donné à chacun des dons, des talents, mais qu'il y a aussi une multiplication, que ça avance, qu'on se forme, etc. Mais je pense que juste de commencer avec ce que tu as. Donc pour moi, c'est juste de dire, je crois réellement que Dieu veut servir de chacun avec ses dons et ses talents, mais juste arrive avec tes pains, arrive avec tes poissons, puis tu vas voir, Dieu va faire le miraculeux. Ouais, puis faire confiance aussi, je trouve, au processus. C'est dans le sens que quand tu commences, c'est pas fou. Et au fil des années, au fil des mois, des années, tu prends confiance, mais dans le bon sens du terme, et tu t'améliores, et ça va de mieux en mieux, quoi. Donc, fais confiance au processus, vas-y, puis écoute. Et puis j'ai aimé ce que tu disais, Thomas, de dire, est-ce qu'il y en a des meilleurs que moi ? Totalement. Mais il n'y a personne qui peut faire ce que tu peux faire là où tu es. Exactement. Donc, prends la place. Tu sais, le slogan de NVADO, c'est « Prends ta place ». Puis je pense qu'il y a plein de leaders jeunesse, des gars, des filles qui doivent prendre leur place. Puis, absolument. Ouais, let's go, allez-y. La réalité, c'est que oui, il y en a des meilleurs que toi, mais les meilleurs que toi, ils prennent pas leur place. Tu sais, c'est que moi, j'en suis sûr qu'il y en a plein, ils auraient été à ma place, ils auraient fait un meilleur travail, tout ça, mais ces personnes-là, ils n'ont pas répondu à l'appel. Moi, j'avais ce désir-là, il y a eu une opportunité, puis je dis, Seigneur, si c'est toi, j'y vais. C'était lui, puis j'avance, puis on n'a pas à se flageller, puis oui, c'est sûr, si tu as des faiblesses, travaille dessus, dans le sens où c'est pas, je fais confiance à Dieu, puis non, étudie, connais ta Bible, regarde des podcasts, regarde Next, non mais tu sais, forme-toi, il y a un côté de, oui, on remet pas en question nos faiblesses, mais nos faiblesses, on essaie de le travailler pour progresser également. 100%. Ouais. Je trouve ça mène ma prochaine question. Ça serait quoi les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui commence le ministère jeunesse, qui se lance, ou même à quelqu'un, tu sais que ça fait quelques mois, quelques années qu'il a commencé, ce serait quoi les conseils que vous donneriez à mettre en place pour quelqu'un qui commence dans le ministère jeunesse? Moi, ça serait la consistance. Qu'est-ce que tu veux dire? Beaucoup de ministères jeunesse, jeunes, commencer des belles choses, un beau début,
Mais après, au bout de quelques mois, ça retombe. Puis moi, je l'ai vu dans mon ministère depuis ces dernières années auprès des jeunes et des ados. C'est la consistance qui fait la différence. C'est d'être là, présent. Nous, on a le privilège de le faire à chaque semaine, mais si c'est 2 fois par mois, 1 fois par mois, mais d'être là, présent, chaque semaine, de le faire encore et encore et encore. Puis, quelque chose par rapport aux fruits, j'ai réalisé ça récemment que depuis 5 ans maintenant que je suis auprès des ados, il n'y a pas grand-chose que je fais différent de il y a 5 ans. C'est quasiment toujours les mêmes soirées. T'as pas évolué, quoi. Si, j'ai évolué, on a fait des choses différentes. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus ou moins toujours la même recette, mais aujourd'hui, Dieu bénit, puis on a vraiment une croissance, on a vraiment une multiplication. Mais en fait, c'est la consistance. C'est le fait de le faire encore et encore et encore. Ouais, il y a comme un effet exponentiel. Exactement. Mais je pense vraiment que de continuer de garder la vision, puis de le faire avec consistance, je pense que vraiment, c'est une des clés pour ceux qui veulent se lancer. Et puis de bien sûr, prier, de croire, mais je pense que quelque chose qui se bâtit sur le long terme. Rome ne s'est pas construit en un jour, comme dit le dicton, mais c'est vraiment d'y aller avec pas après pas, et puis avec consistance. Ouais, puis je pense qu'il y a vraiment un côté il y a tellement de belles choses qui se font, puis de pas tomber dans le piège pour moi, c'est important de regarder ce qui se fait ailleurs, dans le sens où on peut avoir plein d'idées, plein de ressources, tout ça, de s'inspirer de ça, mais par contre de ne pas se comparer. Parce que c'est là on peut rapidement être découragé par ok, mais eux ils ont tellement de moyens, il y a tellement d'ados, tout ça, mais c'est pas les mêmes réalités, c'est pas le même contexte, c'est pas les mêmes villes, tu vas pas avoir le même nombre d'ados à tes réunions si tu le fais en centre-ville ou si tu le fais dans une région un peu plus en campagne, etc. Donc déjà là on peut pas se comparer le nombre des chiffres, c'est pas forcément les mêmes ressources. Nous, par exemple, en Nouvelle Vie, on est bénis d'être à temps plein, puis d'avoir des ressources pour investir. Bah, c'est pas la même réalité partout. Donc, pour moi, c'est important de s'inspirer, de regarder ce qui se fait ailleurs pour avoir des idées. Même nous on le fait beaucoup pour que ça soit des jeux, que ça soit des idées de concepts, de soirées, tout ça, même des thématiques et tout. Mais de pas se comparer parce que les réalités sont différentes. Et je pense que pour moi, il y a 2 choses. Dans un premier temps, c'est surtout si on démarre un ministère jeunesse de zéro, ton objectif premier, c'est d'avoir des ados. Donc, c'est de trouver des événements qui vont attirer les ados. Votre rassembleur. Ouais. Puis des fois, on peut avoir la culpabilité, mais j'ai pas envie qu'ils viennent pour la nourriture, j'ai envie qu'ils viennent pour Jésus. Oui, mais la réalité, c'est qu'avec de la nourriture, il y a un côté efficace. Donc, tu sais, de trouver des activités, j'en sais rien. Si tu sais qu'il y a des sportifs, c'est ça. Organise un tournoi de foot, ou ramène de la nourriture, soirée, j'en sais rien, soirée kebab, soirée film, soirée jeux de société. Peu importe, d'avoir les ados et ensuite, une fois que tu as les ados, de tout faire, tout mettre en œuvre pour qu'il y ait des relations. Parce que si les ados viennent à l'église, premièrement, ils viennent, oui, pour en savoir plus sur Dieu, tout ça, mais ce qui les fait rester et venir de semaine en semaine, c'est les relations, c'est les amis. Peu importe à quel point, tu peux être un excellent prédicateur, tu peux avoir la meilleure équipe de louanges au monde. La réalité, c'est que s'ils viennent semaine après semaine, c'est parce qu'il y a des amis, ils se sentent bien. Donc, ton objectif premier, pour moi, c'est de mettre en place des moyens de connecter tes ados entre eux. Ouais, puis deux choses là-dessus. J'ai sorti une vidéo, c'est les 3 raisons pour lesquelles les ados viennent à l'église. Et la première raison, c'est les amis. La deuxième raison, c'est les amis. Et la troisième raison, c'est les amis. Moi, je l'ai vécu dans ma propre vie. Puis deuxième chose, par rapport à ce que tu dis, il y en a qui nous écoutent et qui pourraient dire... Ouais, ok, on a compris, eux ils font des soirées pizza, puis c'est ça leur truc. Non, pas du tout. Puis souvent, ce que j'aime pas, je trouve qu'il y a un côté malhonnête, dans le sens qu'on dit, ils font des soirées pizza, comme si c'était que ça, mais pas du tout. Et c'est comme si on met en opposition la pizza et les soirées spirituelles. Mais pourquoi on pourrait pas faire les deux ? C'est avoir des soirées pizza et des soirées spirituelles, et même des soirées de pizza avec du spirituel dedans. Oui. Donc, puis la multiplication, tu parlais de la multiplication des pains. Jésus les a nourris, puis après il les a enseignés. Nourrissez leur ventre et ils viendront, tu sais. Ouais. Donc on n'a pas à choisir entre les deux. Puis comme tu dis, il y a une culpabilité de ouais, mais il faut que ce soit spirituel. C'est hyper spirituel. La koinonia, la communion fraternelle, d'être les uns avec les autres, c'est hyper important. Tu disais, c'était quoi les conseils qu'on donnerait pour démarrer ? Moi, je pense de commencer là où vous êtes. Des fois, comme tu disais, Tom, c'est facile de se comparer et puis de dire ok, on veut commencer ça, mais commencer simple. Commencer, ça peut être un petit groupe, ça peut être simplement des discussions dirigées au début, pas forcément obligé d'avoir un nom, un logo, de la déco. Ça peut être commencer très simple. Puis Tom, j'aime beaucoup ce que tu disais, les relations. Je pense de bâtir probablement un noyau de jeunes solides avec des bonnes relations en profondeur. Et puis c'est ça. Moi,
lorsque j'ai commencé, on était vraiment très peu. Et puis, c'est ça qu'on faisait. On était autour d'un sofa, on avait, comme tu disais, une pizza, puis on discutait. C'était simplement des discussions de petits groupes. On avait un baby-foot, une table de ping-pong. C'était très simple, mais je pense que ça a vraiment permis de bâtir un noyau solide de jeunes, de créer des amitiés. Puis petit à petit, ça a évolué. Et puis, je pense que ça, c'est vraiment une des clés de... Je vais ajouter quelque chose aussi, ne pas avoir peur de faire des erreurs. Oui. Parce que des fois, ça, on est tellement perfectionniste que, comme tu dis, des fois, on veut pas démarrer notre groupe tant qu'on n'a pas notre logo, tant qu'on n'a pas ci, tant qu'on n'a pas ça. Mais la réalité, c'est qu'on pourra toujours s'améliorer, on pourra toujours progresser. Et vaut mieux avoir quelque chose que rien. Et des fois, par peur de se tromper, on passe à côté d'opportunités. Ouais. Moi, de plus en plus que j'étudie le leadership, c'est même un signe de mauvaise santé si tu fais pas d'erreur. Parce que ça veut dire que tu restes sur tes acquis puis t'avances pas. Tu restes confortable. Exact. Et en fait, moi j'ai dû vraiment, c'est vraiment contre ma nature. J'aime pas faire d'erreurs. Moi, je suis pas le plus grand preneur. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Je suis pas le plus grand preneur de risque. J'aime bien tout contrôler, tout ça. Mais moi, de plus en plus, j'essaye de me le répéter à chaque jour, de dire, hey, il faut que tu fasses des erreurs. Parce que si tu fais des erreurs, ça veut dire que tu tentes des choses tu tentes des choses nouvelles pour progresser, pour avancer. Si tu fais pas d'erreur, en fait, ça veut dire que tu progresses pas, tu stagnes. Donc, bien sûr, le but, c'est pas de faire des erreurs pour faire des erreurs, mais de se lancer, en fait, de pas avoir peur de se lancer. Puis des fois, on est surpris. On est surpris par l'impact de dire, hey, il y avait forte chance que ça marche pas. Finalement, ça a vraiment marché, un truc de fou. Mais est-ce que ça marchait parce que c'était bon ou c'était juste la grâce de Dieu? Et des fois, c'est la grâce de Dieu. Des fois, c'est la grâce de Dieu aussi, mais il faut aller la chercher, cette grâce de Dieu-là. Si tu sors pas de ta zone de confort, Dieu n'a pas besoin de t'aider, tu sais. Donc, il y a vraiment un côté où des fois... Et puis, des fois, on surestime l'impact que nos erreurs vont avoir. Il y a une soirée qui marche un peu moins. La réalité, c'est que c'est pas la fin du monde. Par contre, si cette soirée, tu l'as fait et que finalement, elle marche, ça peut être un game changer pour tes ados. Puis moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, que j'essaie de m'appliquer aussi à ma vie, et qui est difficile parce que je suis un peu comme toi, j'aime bien que tout soit bien fait, etc. C'est fait vaut mieux que parfait. Vaut mieux que ce soit fait plutôt que ce soit parfait, mais que tu l'aies jamais fait. Donc vas-y, lance-toi, puis fais-le, puis ça va fonctionner. Moi, je veux juste rebondir sur un truc que vous avez dit, qui je trouvais hyper important, c'est le fait de la constance, d'être là, d'être présent. Puis j'aimerais démystifier aussi quelque chose par rapport à ceux qui se lancent ou ceux qui hésitent. Tu sais, il y en a qui ont genre 45 ans, puis ils disent « Ah, je suis trop vieux pour ça ». Mais la vérité, c'est que si tu as 45 ans, 50 ans et que tu aimes les ados et qu'il n'y a personne, do it. Vas-y, fais-le. Parce que le plus important, c'est qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour eux. Parce que nos ados, ils sont dans une période de vie où il y a plein de changements. Ils sont comme en rébellion aussi, des fois, entre guillemets, on pourrait dire le système avec leurs parents aussi. Et des fois, d'avoir un leader jeunesse qui est là pour eux, mais ça fait toute la différence. De savoir qu'il y a une oreille attentive qui est là. Et comme tu dis, qui est constante. Ben, ça fait toute la différence pour eux, quoi. Donc allez-y, soyez là, soyez constants, pas besoin d'être avec les feux d'artifice, juste d'être là, d'être présent. Je pense d'ailleurs que tu sais, t'as des leaders jeunesse qui sont hyper talentueux, qui sont très bons prédicateurs, mais qui n'ont aucun lien humain. Et je pense que ceux qui font le plus la différence, c'est ceux qui créent un lien avec leurs gens, avec leurs ados, parce que quand ces ados ont des problèmes, ben, ils viennent les voir. Nos ados, ils ont vraiment besoin de grands frères, de grandes sœurs, mais de pères aussi spirituels, parce qu'il y a plein de choses avec lesquelles ils n'ont pas forcément envie de parler avec leurs parents. Mais là, d'avoir quelqu'un qui est là, puis la vérité, c'est que ça ne va pas se faire tout de suite. Moi, je l'ai vu, ça prend du temps avant que nos ados ils nous fassent confiance. D'où la constance. Puis moi, je pense que c'est pas une question d'âge, parce que moi, je me souviens, lorsque moi, j'étais jeune, j'allais dans le ministère ado, jeunesse, puis mes leaders, ils n'étaient pas forcément dans la vingtaine, ils étaient plus trentaine, quarantaine. Mais honnêtement, ils étaient toujours là pour moi. Je pouvais aller les voir, je pouvais leur parler. Puis il y a une sagesse aussi. Puis des fois, on peut se dire, ah, je suis tellement loin de leur réalité, les réseaux sociaux en ce moment, je comprends pas ce qui se passe. Mais je pense, ultimement, c'est pas ça qui va toucher les ados. C'est pas, est-ce que tu as un style vestimentaire qui ressemble à tes ados? C'est pas ça qui va les toucher. Moi, je pense vraiment qu'il y a quelque chose d'être consistant, d'être là pour eux. Ils vont s'ouvrir, ils vont venir te voir, ils vont venir te parler, te demander de prier pour eux. Et puis ça n'a aucun rapport avec des choses extérieures. Vraiment. Donc, si tu te dis, je suis un peu trop vieux pour ça, moi je crois pas. Moi je crois qu'il n'y a pas d'âge. Puis comme tu dis, moi je pense que ce qui fait vraiment la différence, c'est une foi qui est authentique. Puis moi je m'en souviens, des fois j'étais ado et tout, puis tu voyais un gars, zéro style, il parle pas comme moi, je le trouve vraiment pas cool et tout, mais tu sens que le gars il est proche de Dieu, il y a une autorité qui se dégage de lui, et je veux dire, ce gars-là il a quelque chose de différent, il est pas cool, il s'habille mal, mais je vais l'écouter. Et un des autres préjugés qu'on a aussi sur le ministère ado, c'est que
moi, il y en a plein pour moi qui se disqualifient alors qu'ils pourraient être hyper bons. C'est que souvent, on a le stéréotype que pour être un leader ado, le pasteur principal ou même juste un des moniteurs, un des leaders impliqués, il faut être cool, il faut bien s'habiller, il faut être extraverti, sociable, faut être drôle, faut connaître tous les blagues. Alors que non, parce que de un, c'est pas tous les ados qui sont comme ça. Il y a des ados qui sont plus réservés, plus calmes. Et même de plus en plus j'avance, plus je réalise que les meilleurs, ceux qui vont créer le plus de liens, pas juste qui vont connecter d'un coup puis après il y a pas de suivi, ceux qui vont vraiment avoir un impact dans la vie des ados, bien souvent c'est des profils même plus introvertis, plus calmes, où ils vont connecter avec les ados et eux ils vont vraiment faire un suivi où ils vont l'appeler, ils vont aller manger avec lui, ils vont aller faire des sorties cinéma, tout ça. Donc je sais qu'il y en a plein des fois qui se disqualifient parce que je suis pas drôle, je suis plus timide, tout ça, mais qui ont énormément à apporter aux ados. Donc c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de personnalité, c'est une question de pertinence. Et la pertinence, étant donné qu'il y a toutes sortes de profils d'ados, on devrait avoir des leaders et des moniteurs de tous les types, des extravertis, des loud et des plus introvertis, des plus calmes, des plus jeunes et des plus vieux. Ouais, puis je trouve que c'est utile, surtout quand on a des petites jeunesses. Parce que ce qui est cool, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que en fait, on peut avoir un impact encore plus profond dans la vie des jeunes. Tu sais, admettons, tu as 8 à 10 jeunes qui sont dans ton église, mais le suivi que tu peux faire pastoralement, il est incroyable. Que tu ne peux pas faire si tu as des centaines de jeunes, c'est qui est compliqué. Moi, je l'ai vécu. Mon pasteur ado, il a mangé tellement de fois avec moi, il m'a repris. Puis regarde où tu es aujourd'hui, Livio. Non, mais c'est pas ça. Alors tu pars de loin. On part tous de loin. Hein. Non, mais vraiment, moi, je pense que pour moi, c'était parfait d'être dans une petite jeunesse quand j'ai grandi. Et vraiment, il y avait un suivi. Il m'écrivait, il m'appelait, il mangeait. Tu sais. Il y a vraiment une richesse de pouvoir suivre un jeune pendant plusieurs années, puis de le voir évoluer, que parfois, c'est différent peut-être pour un endroit un peu plus grand. Puis je trouve qu'on surestime les réseaux sociaux. Tu sais, t'as dit, il y en a qui se disqualifient parce qu'ils disent « Ah, mais moi je l'ai pas, le truc. Je suis pas sur les réseaux, j'ai pas Facebook. Ah, c'est Insta? Ah, ok. Insta, c'est plus... » On n'est plus dans les réseaux sociaux, tout ça. Mais je lisais une étude hyper intéressante qui disait que 60% de la génération Z, donc tu sais, les jeunes ados, puis début jeunes adultes, 60% d'entre eux, puis c'est une étude qui a été faite aux États-Unis, mais déclarent ne pas avoir de relations significatives de gens qui les connaissent réellement pour qui ils sont. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup de gens avec qui ils discutent, en message, tout ça, sur les réseaux sociaux, tu sais, t'as des commentaires, t'as des likes, mais en fait, il n'y a pas de personnes significatives dans leur vie qui puissent avoir un impact. Et donc, nous, en fait, même si on n'est pas dans les réseaux sociaux, peu importe notre âge, qu'on soit dans les réseaux sociaux ou pas, le fait de prendre des temps avec eux, s'il faut, vous allez être la seule personne qui allait avoir accès à leur vie, à leur cœur, à leurs défis, à ce qu'ils vivent réellement. Puis ce que tu dis, c'est les relations authentiques en fait. Nos ados, nos jeunes, c'est ça qu'ils veulent, c'est des relations authentiques. Moi j'ai aimé ce que tu as dit, Tom, c'est pas une question d'apparence là, peu importe de quoi tu as l'air, comment tu parles, mais si tu arrives à bâtir une relation authentique avec un jeune, tu vas pouvoir être un mentor pour lui, un grand frère, une grande sœur. Je suis convaincu que nos ados et nos jeunes aujourd'hui, comme tu dis, j'aime ce que tu as dit, hein, dans un monde où tout est un peu apparence et tout ça, réseaux sociaux, mais des relations authentiques, je pense que l'église, des groupes jeunesse, c'est l'endroit pour bâtir ce genre de relations. Mais en fait, ils ont besoin de quelque chose de différent. C'est que des fois, on se casse tellement la tête à essayer d'être cool, d'être in, mais ils ont pas besoin d'avoir un nouvel influenceur, c'est qu'ils ils en ont plein. Ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir quelqu'un qui est proche de Dieu, qui a une relation intime avec Dieu, et qui va être capable d'avoir une relation authentique avec eux et de leur dire les vraies choses. Et ça, c'est rare. Donc ne mettons pas notre focus sur ce que tout le monde a, mais mettons notre focus sur ce qui est rare, c'est-à-dire des jeunes leaders qui vont avoir, des jeunes ou des moins jeunes leaders qui vont être proches de Dieu et qui vont s'intéresser aux ados et qui vont s'investir dans leur vie. Ouais, c'est clair. Les gars, merci pour ce temps-là. Je vous propose qu'on arrête ça là. Il y a beaucoup de stock. Je vous propose qu'on fasse une deuxième partie et qu'on parle d'autres sujets ensemble. Alors, merci d'avoir été là, d'avoir regardé cette vidéo. Puis, n'hésitez pas à rester connecté pour voir la sortie de la deuxième partie.